Bonsoir, c'est encore moi. Et si on reparlait de Bitcoin? Ben oui, ça fait longtemps, dis donc. Alors pourquoi reparler de Bitcoin? Franchement, j'aurais du mal à l'expliquer. Peut-être que c'est à cause d'une réaction phéromonale de ma part au cycle des Bitcoiners. Parce que j'ai bien l'impression, et ce sera confirmé par la biologie d'ici quelques années, j'ai bien l'impression que les Bitcoiners sont soumis à un cycle biologique, genre des règles, mais trimestrielles, des trimenstruations en fait. C'est-à-dire que tous les 2 ou 3 mois, il faut que quelqu'un ressorte la question monétaire de Bitcoin, la question du théorème de régression monétaire. C'est pour ça que la semaine dernière, on est passé à travers un texte qui prétendait le réfuter, ce théorème. Je pense que la conclusion est quand même nette, c'est que non, le théorème n'est absolument pas invalide, il est toujours aussi bien campé sur ses 4 pieds, et Bitcoin ne rentre pas dedans, voilà. En tout cas, moi, c'est ce que j'en conclus par le grand silence qui a suivi la vidéo, parce que ni dans les commentaires, ni sur X, où les conversations ont continué, il y a eu de référence ultérieure à cette question du théorème de régression, hein. Le sujet est complètement passé sous le tapis, il a disparu. Alors, j'ai 2 petites questions. Premièrement, pourquoi l'avoir mis sur la table si c'est pour ne plus en parler derrière? Parce que toutes les conversations suivantes ont exclusivement bifurqué sur des questions techniques et sur des questions stratégiques d'évasion fiscale, etc. Mais plus du tout sur la nature monétaire de Bitcoin. Donc la première question, c'était ça. Pourquoi l'avoir évoqué si c'est pour finalement ne pas s'en préoccuper? Et la deuxième question, mais c'est pourquoi s'en préoccuper tout court? En quoi est-ce que le théorème vous empêche d'utiliser des bitcoins? En quoi est-ce que c'est important de casser le théorème ou de faire rentrer bitcoin dedans? Qu'est-ce que ça change pour vous? Est-ce que ça empêche les gens d'utiliser des bitcoins, de, entre guillemets, les miner? Est-ce que ça vous empêche de faire des vidéos, des livres, des conférences? Franchement, cette insistance sur le théorème, ou en tout cas cette insistance trimestrielle pour le ressortir pour dire qu'il n'est pas bon, je ne vois vraiment pas à quoi ça vous sert. Cela dit, vu que l'ambiance est venue au petit mème piquant, on va passer maintenant à une petite série de remarques et de questions que j'ai à propos de Bitcoin lui-même, mais plus à propos de sa qualité de monnaie, puisque ce n'est pas une monnaie. À la rigueur, ça pourra être une devise si un jour on l'arrime à quelque chose de monétaire. Mais en tout cas, on va oublier cette question monétaire et devise pour l'instant. On va simplement se contenter de passer à travers quelques sujets comme l'inflation ou le tiers de confiance, les intermédiaires et ce genre de choses, parce que ce sont ces sujets-là qui excitent nos amis. Donc, premier sujet, l'inflation. Si j'ai bien compris le mécanisme de Bitcoin, il y aura 21 millions d'unités dans 100 ans. C'est quoi? C'est 2130, un truc comme ça, la date finale je ne sais pas du tout comment c'est calculé, ces choses-là, comment on peut le prévoir, mais bon, je fais entièrement confiance aux gens qui connaissent le protocole et à toute la sphère Bitcoin sur ce truc-là. Donc on nous dit que pendant 100 ans, on va encore en fabriquer des Bitcoins, enfin en sécréter plutôt. Alors, c'est inflationniste ça ou bien? Je veux dire, si la masse qu'on qualifie de monétaire augmente pendant 100 ans, c'est-à-dire pendant toute la durée du reste de votre vie, est-ce qu'on ne peut pas considérer que c'est de l'inflation? Alors on va peut-être répondre, oui, mais puisque c'est une inflation calculée, contrôlée, planifiée, alors on peut la factoriser dans nos calculs économiques, on peut l'intégrer dans nos prix, on peut en tenir compte de manière sûre, c'est-à-dire sûre sur le plan de la connaissance. Très bien, mais c'est un peu la même chose pour tout le reste. On connaît historiquement le taux de génération de pneus, de yaourt ou de tonnes d'or, le taux annuel, et donc on fait en fonction d'eux. Donc c'est pas vraiment un gros avantage de Bitcoin que dans 100 ans, quand vous serez tous morts, on ne pourra plus sécréter de nouveaux Bitcoins. Donc la question, est-ce que l'inflation de Bitcoin est réelle ou pas? Autre question, celle-là, elle est moins rhétorique. Le protocole, que je ne connais pas dans son code, dans son détail, est-il modifiable? Il y a des forks de temps en temps, bon ça c'est une autre question, mais qu'est-ce qui me dit que ça ne va pas changer? En quoi est-ce que je devrais avoir confiance dans l'éternité de ce protocole?
Pourquoi il n'y a pas quelqu'un qui va trouver une meilleure façon de l'organiser, ou pourquoi il n'y aurait pas carrément de l'inflation d'autres monnaies comme Bitcoin? Enfin, monnaie, ça y est, ma langue a déjà fourché. Vous voyez comme vous me polluez la tête. Pourquoi il n'y aurait pas d'autres devises électriques de type Bitcoin qui surgissent, qui lui fassent concurrence et qui le fassent disparaître? Ça, c'est une vraie question, par contre. Enfin, en plus. Euh, je sais qu'actuellement, il y a des milliers de crypto-devises et que, bon, bah, apparemment, Bitcoin, pour plein de raisons qui lui sont propres, les supplante toutes et elles sont moins fiables, je sais pas quoi. Bref, il n'y a pas toutes les qualités de Bitcoin, certes, mais si on peut en faire une, pourquoi on peut en faire 2, 3, 10, 15, et sur des méthodes qui seraient peut-être plus efficaces et qui rendraient les gens plus heureux? On ne le sait pas, ça. Si? Non? Peut-être? Bon. Donc voilà, c'était des petites questions en passant. Et puis pour finir sur cette question d'inflation, même si demain il y avait un gros morceau d'or délivré gratuitement par des extraterrestres sous forme de lingots, prêt à l'emploi, prêt à la fonte, prêt à tout ce que tu veux, donc on n'a même pas besoin de le miner, de l'extraire, de le raffiner, etc. On pourrait toujours faire des statues avec, tu vois, on pourrait faire des presse-papiers. Qu'est-ce qu'on peut faire avec un bitcoin, à part le donner à quelqu'un d'autre? Autre grand cheval de bataille chez les bitcoiners, le tiers de confiance, l'intermédiaire. Alors si j'ai bien compris les inconvénients qu'il y a avec les intermédiaires, c'est que d'une part, ils peuvent essayer de vous voler, de vous rouler, c'est-à-dire que quand on procède à des échanges avec des monnaies physiques, il faut contrôler la pureté de la monnaie, donc par exemple la pureté de l'or ou la pureté du sel. Et on n'est jamais évidemment à l'abri d'un fraudeur, d'un imitateur qui nous donne quelque chose de frelaté. Un des autres inconvénients, c'est que pour conserver ces richesses, par exemple des lingots d'or physiques, il faut des coffres, ce qui mène aux banques, ce qui mène à deux problèmes. D'une part, un problème de concentration, c'est-à-dire que tout l'or va être dans certains endroits, donc ça va concentrer l'or dans des endroits physiques. Et d'autre part, les banques pourraient se mettre à émettre plus de billets, c'est-à-dire de reçus de stockage d'or, que ce qu'elles ont vraiment en coffre, créant de nouveau un problème d'inflation. Le côté dématérialisé de Bitcoin est censé nous protéger contre ça, et aussi le côté cryptographique qui empêche la triche. D'autre part, le côté duplication dans le blockchain des transactions permet d'avoir un contrôle général pour éviter justement les faux. Donc oui, effectivement, le côté dématérialisé de Bitcoin est un avantage pour les transactions, il n'y a aucun problème avec ça. Cependant, la concentration bancaire, soi-disant menant ultimement à la création d'un État, ça c'est un fantasme humide qui ne tient pas debout 2 secondes. Parce qu'évidemment, quand on parle d'une monnaie dans un monde libre, la concurrence, qui n'existe pas aujourd'hui dans le monde bancaire, si on prend le monde bancaire d'aujourd'hui, on fait une grave erreur, la concurrence empêche ce genre de fraude, et le marché de toute façon va privilégier les banques qui ont séparé leurs activités de dépôt de leurs activités de crédit. Autrement dit, quand quelqu'un ira amener son lingot d'or de 100 grammes dans son compte bancaire parce que c'est son salaire de la semaine, eh bien, la banque lui remettra un ticket de 100 grammes d'or. Je doute qu'elle lui remette un ticket de 5 kilos. Je vois pas trop l'intérêt de la banque, là. L'intérêt, ce serait de prêter de l'or qu'elle a en coffre avec ces fameux tickets. Mais si les opérations de dépôt et de crédit sont séparées, ce problème disparaît de lui-même. Et la concurrence sera tellement forte, parce qu'il n'y a plus de cartel bancaire qui va permettre d'établir des législations qui permettent de réduire la concurrence, justement. Alors, c'est clair que les clients vont privilégier ces banques qui séparent ces activités-là. Donc l'inflation disparaîtra toute seule, c'est-à-dire l'émission de fausses devises qui ne représentent rien en termes de monnaie ne pourra pas avoir lieu, parce que ça n'est pas l'intérêt des banques de dépôt, et les banques de crédit qui voudraient jouer à ce jeu-là seront vite mises en faillite. C'est simple, parce que des banques qui trichent,
On ne leur fait pas confiance. Des banques à qui on ne fait pas confiance perdent leurs clients, leurs investisseurs, et au revoir. Donc l'intermédiaire n'est pas un inconvénient pour une monnaie physique dans un monde libre, absolument pas. Dans un monde étatique, sans doute. Parce qu'effectivement, les États établissent des monopoles qui faussent tout ce mécanisme magnifique de libre marché. Autre question sur les intermédiaires, mais pourquoi serait-ce forcément un inconvénient? Moi, je vois aussi des avantages. Effectivement, un intermédiaire peut essayer de te rouler en te refilant de l'or frelaté, donc du tungstène peint en jaune ou des trucs comme ça, mais c'est déjà le cas avec n'importe quoi. Quand tu vas au restaurant, tu ne sais pas si vraiment les moules qu'on te sert sont du Saguenay ou si elles sont venues en bateau de Chine. Tu n'as que la confiance que tu accordes au restaurateur et sa réputation pour savoir que tu n'es pas en train de te faire refiler quelque chose qui n'est pas ce que tu as commandé. C'est valable pour tout. Qui te dit que ton téléphone est un authentique machin bidule à la marque de ton choix? C'est peut-être une imitation, t'as vérifié? T'as pas vérifié, si? J'en doute. Donc le tiers de confiance est un problème dans tous les domaines. En plus de ça, comme je disais il y a 2 minutes, pourquoi c'est forcément un inconvénient? Il y a des cas où j'adore le tiers de confiance. Par exemple, quand je transige sur Internet, que je fais un achat avec PayPal, ça m'est déjà arrivé une paire de fois de devoir faire des réclamations parce qu'on m'avait rien envoyé ou envoyé le mauvais produit. PayPal, l'intermédiaire, tranche la question et tu n'as pas vraiment le choix de passer par eux parce que tu as signé un contrat qui stipule que tu es d'accord avec ce mécanisme-là. Donc si tu as donné ton accord, c'est difficile après de dire finalement non. Donc quand il y a un litige sur PayPal, PayPal examine les faits, il demande des pièces, des photos de reçus de factures, de machins comme ça. Et il va finalement décider si les fonds reviennent à l'acheteur ou pas. Enfin, ça dépend des cas. Donc c'est bien un tiers de confiance, ça permet d'avoir un arbitrage pour pas cher. Et ça permet, si l'arbitrage est bien fait, justement de détecter les bonnes entreprises, celles qui rendent un bon service. Alors est-ce qu'il y a mieux que PayPal? Sûrement, j'ai donné cet exemple parce que c'est du vécu, mais tu vois ce que je veux dire. Un tiers d'arbitrage, c'est d'ailleurs une condition nécessaire pour que le droit puisse s'établir. On ne peut pas établir du droit entre deux personnes, Bitcoin ou pas d'ailleurs, je sors un peu du sujet, mais 2 personnes qui sont en conflit sur une île déserte vont pouvoir invoquer le droit, mais la justice ne pourra pas être vraiment rendue, puisqu'il y a les 2 participants au conflit sont à la fois juge et arbitre. Il y a un problème de conflit d'intérêts. Donc dans ce cas-là, pour établir la justice, c'est bien qu'il y ait une tierce partie qui puisse donner son avis de manière non impliquée dans le conflit. Donc l'arbitrage par un tiers de confiance, c'est bien, et la centralisation à laquelle est censée mener une monnaie physique, par exemple une centralisation bancaire ou un monopole, c'est absolument faux. Pas plus que la fabrication de pneus ou de yaourts ne mène à des monopoles du pneu ou du yaourt. Quand il y a un monopole, c'est toujours le fait de l'État. Un monopole naturel, ça n'existe pas. Il faut lire le livre de Rothbard sur l'ère progressive, comme il appelle. C'est un livre qui relate tout le développement du socialisme démocratique à la fin du XIXe siècle, je pense que ça va jusqu'aux années 30 ou 40. Ce qu'on appelle le progressisme, c'est ça, c'est l'établissement de monopoles sous le couvert, bien sûr, de servir au public, etc. Mais tout ce qui est banque centrale, monopole de la monnaie, monopole du pétrole, de ceci, de cela, ce sont des magouilles cartélisantes de certains industriels qui font partie de l'État, en fait. Ensuite, au niveau de la confiance, j'ai une question sur la confiance que vous accordez, les bitcoiners, à la cryptographie. Pourquoi est-ce que moi, qui ne suis pas du tout un spécialiste, je devrais avoir confiance dans l'inviolabilité des protocoles de cryptographie? Qui me dit que dans 2 ans, il n'y aura pas des logiciels, tu sais, le mot magique IA et ce genre de choses, qui auront tellement progressé dans leur capacité que finalement, les clés cryptographiques d'aujourd'hui
vont devenir obsolètes et que donc tout ce qui est encrypté comme maintenant, ben, enfin bref, tu vois le genre de question. Donc en gros, c'est la confiance dans la technologie. En quoi ce truc-là est un réel avantage? Enfin, pas un avantage, parce qu'il faut aussi arrêter de cette comparaison permanente avec l'or ou avec d'autres choses. Est-ce qu'on peut parler des qualités ou des défauts de Bitcoin en soi? Je vais essayer. Mais la technologie en général, c'est quelque chose qui évolue, qui a des défauts. Les failles de sécurité, c'est pas un sujet secondaire ni futile. C'est très fréquent. Donc, en quoi est-ce que Bitcoin va être immunisé contre ça à tout jamais? Ça aussi, c'est une question de confiance. Je ne dis pas que ça va arriver, hein, mais c'est quand même une question de confiance. Donc si moi j'ai confiance dans l'or et d'un fonctionnement de libre marché bancaire basé sur l'or, par exemple, en quoi est-ce que c'est plus ridicule que de se baser sur une confiance absolue dans une technologie quasi magique qui ne sera jamais obsolète? Maintenant, une question un peu plus basique. L'intermédiaire, c'est quelqu'un qui te fournit un service. Dans le cas de la banque, par exemple, c'est parce que tu n'as pas envie ou pas les moyens, ou etc., de garder de l'or chez toi, que tu vas le porter dans un coffre et que tu vas faire appel à ce service. C'est la même chose que pour la nourriture, l'électricité, Internet, ton ordinateur. Tu as fait appel à des intermédiaires pour qu'ils les fournissent, ces trucs-là. Donc pourquoi est-ce que c'est plus problématique d'avoir un intermédiaire bancaire plutôt qu'un intermédiaire pour te fournir en nourriture? La nourriture, c'est vachement plus crucial que la monnaie, hein. Moi, sans mon or, je peux vivre assez longtemps du moment que j'ai à bouffer et à boire. L'inverse est totalement faux. Donc si on suit la logique qu'il faut abolir les intermédiaires, ben, va falloir produire notre propre nourriture, puiser ou récupérer notre propre eau. Puis à la limite, il faudrait aussi, pour être sûr de jamais subir ni de panne, ni de surtension ou de sous-tension, produire notre propre électricité. Puis derrière ça, ben, il ne faut plus utiliser Internet alors, puisque c'est forcément un truc partagé avec d'autres gens. Ce sont des intermédiaires, ces autres gens. Outre les autres personnes sur Internet, tu as les serveurs, tu as les nœuds d'Internet, tu as les fournisseurs d'accès, tu as tout ça, quoi. Est-ce qu'il faut retourner à l'autarcie? Est-ce qu'il faut vraiment tout réduire? Bon, la question, je l'arrête là, elle est stupide. On sait bien que non. Ce qui est intéressant, c'est la division du travail. C'est ça qui nous rend productifs. Chacun devient de plus en plus performant dans sa spécialité. Et le niveau de vie général monte, hein. Ça, c'est pas une grande découverte, j'espère. Donc, on ne veut pas d'autarcie. Il n'y a pas de raison qu'on veuille plus de l'autarcie pour des questions monétaires. Soit le marché est une mécanique qui fonctionne, soit elle ne fonctionne pas. C'est exactement la même remarque que quand on parle de sécurité avec des minarxistes. Aux minarxistes, on leur dit, si vous êtes sensible et averti des lois du marché, et que c'est grâce à ces lois du marché que la nourriture, les livres et tout le reste est produit de manière optimale en fonction des ressources disponibles, c'est-à-dire sur un marché libre, alors c'est vrai pour la sécurité, la défense et la justice aussi, parce que les lois de l'économie sont universelles. Elles ne s'arrêtent pas aux frontières d'une industrie en particulier. Donc si le marché c'est super pour tout, ça l'est à la fois pour la justice, la sécurité, ça c'est la réponse aux minarxistes, et ça l'est aussi pour la monnaie, ça c'est la réponse aux bitcoiners. Donc les intermédiaires, tant que ce ne sont pas des parasites étatiques, oui, on en veut. C'est pour ça que la société elle est prospère, c'est parce qu'il y a plein d'intermédiaires. Parce que le problème, en fin de compte, que souligne avec justesse le bitcoiner, c'est que l'État a pris le monopole de ce qu'on appelle la monnaie, qui est une fausse devise, l'euro, le dollar, ces choses-là, et que les banques actuellement, dans le système dans lequel on vit, sont des succursales de l'État à son service exclusif, et qu'effectivement, si on arrête de se servir de leur monnaie de singe, de leur devise de singe, alors on va peut-être réussir à, disons, faire un croche-patte à cette mécanique-là.
Mais dans cette histoire, le problème, ce n'est pas la question des intermédiaires, c'est la question de la violence. C'est la question justement de ce monopole bancaire. Toi et moi, qu'on soit bitcoiner ou pas, demain, on ne peut pas comme ça ouvrir une banque. C'est interdit. Je pense que la banque et la finance sont les domaines les plus réglementés de tout l'univers d'ailleurs, hein. C'est pire que la pharmacie, d'après ce que j'ai compris. Donc, si on ne peut pas ouvrir une banque pour faire concurrence à celle qui existe et proposer de meilleurs services, et des services plus honnêtes, bah, les banques qui ont pignon sur rue actuellement, elles n'ont pas besoin de se fatiguer et elles continuent de travailler pour l'État. Alors, le sujet de l'intermédiaire, c'est parce que c'est un intermédiaire mafieux qui utilise la violence de l'État. C'est pas parce que c'est un intermédiaire tout court. Des intermédiaires, on en veut un maximum, on veut se spécialiser au maximum, comme ça on sera le plus riche possible. Ensuite vient la question de la sécession, du divorce d'avec l'État. Alors pour synthétiser en une phrase facile, apparemment sans Bitcoin, ce sera jamais possible de faire sécession. Alors je vais reconnaître les qualités, encore une fois, parce que, bon, je suis de bonne foi, tu vois, les qualités de Bitcoin dans cette optique-là de lutter contre l'emprise de l'État. Effectivement, Bitcoin permet de faire du marché noir, donc c'est super, mais c'est le marché noir en général qui est intéressant, c'est pas que Bitcoin. Bitcoin est un sous-ensemble du marché noir, ou c'est disons un levier de marché noir, mais on peut faire du marché noir avec plein d'autres devises, avec plein d'autres monnaies, métalliques par exemple. Et aussi, je reconnais très très volontiers que Bitcoin a été un excellent et est toujours un excellent vecteur de pédagogie. Ça a permis à plein de gens de s'intéresser aux questions monétaires et de se rendre compte que l'État était une gangrène dans ce domaine-là. Et on va espérer que ces gens-là fassent la transition vers les autres domaines que vampirise l'État pour se rendre compte que dans son ensemble, l'État est une grosse tumeur. D'ailleurs, je fais une petite aparté. J'ai l'impression que la plupart des bitcoiners sont minarxistes. Eux, ils disent minarchistes, hein. Mais pourquoi vouloir lutter contre l'État si les bitcoiners minarxistes sont favorables à un petit État? Petit entre guillemets, bien entendu. Est-ce qu'on est pour ou contre l'État? Là, par contre, c'est une question binaire. On ne peut pas être à moitié pour ou à moitié contre. Si tu es contre l'État, il faut être anarchiste. Fin de la parenthèse. Alors, je vais lire une question qui est posée par rapport à ce sujet de la sécession. J'ai lu ça, je crois, sur X, ça m'était adressé. Comment veux-tu te séparer d'un État tout-puissant sans lui couper les vivres et l'accès direct aux intermédiaires de confiance bancaires? Cette question, bien que non inintéressante, je la trouve malhonnête ou au mieux maladroite. Parce que telle qu'elle est posée, elle pose le problème comme une alternative. Il n'y aurait que deux possibilités. Soit on utilise Bitcoin pour assécher la banque, et donc on peut faire sécession après, soit pas. Il n'y a pas qu'une stratégie pour faire sécession, parce que ces fameux intermédiaires de confiance bancaire, ce ne sont pas les seuls complices de l'État. Actuellement, je vous rappelle, chers bitcoiners, que l'État est partout. Il est dans l'enseignement, dans la santé, dans la justice, la police, enfin, c'est pas la peine de faire toute la liste, on la connaît. Il est même en train de te fournir des films et des chansons pour bien te laver la tête. Donc, pourquoi il n'y aurait que Bitcoin et attaquer l'État sous l'angle bancaire qui serait important? Parce que c'est son sang, parce que c'est là que viennent toutes ses ressources? Non. Les ressources de l'État, de toute façon, il les a toutes volées intégralement. L'État ne possède rien. Il a tout volé. Donc la ressource ultime de l'État, c'est les armes à feu, les tanks et la violence. Tant que le peuple, c'est-à-dire les vaches, sont assez soumises et ne remuent pas trop contre les barrières de l'enclos, ça continue. Mais c'est la violence qui tient l'enclos, c'est pas la devise. L'État vit grâce à la violence, pas grâce à la devise. Bien sûr, la devise joue un rôle là-dedans, mais si on veut influencer les choses dans le bon sens, c'est-à-dire vers l'extinction de la tumeur étatique, oui, on peut attaquer tout ce qui est banque et finance, etc., réglementé, cartellisé par l'État, mais on doit aussi s'intéresser à d'autres sujets comme la santé, l'enseignement et patati et patataire. Par exemple, en fournissant des alternatives, même si c'est au marché noir,
qui manifestement auprès du public auront un plus grand attrait. C'est par la conversion des cerveaux, par osmose avec les bonnes idées, avec une théorie correcte, en commençant par là d'ailleurs, que l'on va pouvoir espérer un jour réduire et faire disparaître l'État. Par exemple, prends les Amish. Eux, ils font sécession sur leur propre terrain qu'ils ont acheté, ils font leur petite communauté. Même eux ne sont pas débarrassés de l'emprise de l'État. Même eux doivent payer des taxes municipales et des merdes. Et même eux sont emmerdés quand ils mettent pas leurs enfants à l'école de l'État ou qui suivent pas les réglementations scolaires ou sanitaires, je ne sais quoi. Même eux. Et pourtant, ils sont pas dans le système bancaire, je pense, les Amish. Je vois pas trop comment ils le seraient, ou de loin. Mais malgré tout ce qu'ils ont fait, ils sont encore sous un joug étatique, mais nettement, à mon avis, moi je ne les connais pas, j'ai jamais été là-dedans, mais qui est quand même, à mon avis, moins pressant et moins oppressant que ce qu'on vit au centre d'une grande ville. Autre point d'appui pour cette question de sécession qui passerait d'abord par les esprits avant de passer par les stratégies concrètes. Enfin, c'est pas qu'il y a une alternative entre les deux, c'est qu'il y a simplement, logiquement, une préséance de la théorie. Comment veux-tu construire une maison triangle avec deux angles droits? Tu ne peux pas. Pourquoi? Parce que la théorie de la géométrie euclidienne t'explique que ce n'est complètement impossible. Donc tu ne vas pas essayer de le faire. Donc c'est quand même important de faire passer les bonnes idées, de les rendre claires et précises pour que les gens y adhèrent. Y adhérer par l'exemple concret aussi. C'est pas antagoniste l'un de l'autre. Donc je vois pas pourquoi on serait plus ridicule de ne pas utiliser Bitcoin, qui serait un exemple concret, que de faire des speeches comme je fais actuellement, ou des vidéos, etc., pour expliquer les fondements de la civilisation, c'est-à-dire d'une vie libre, débarrassée de l'État. Les deux sont indispensables. Et personnellement, même si je n'utilise pas Bitcoin, j'ai d'autres stratégies que je ne peux pas dévoiler en public, d'accord, de sécession. Stéphane a des stratégies qu'il peut dévoiler en public, il a écrit un article dessus, même 3 articles dessus. Donc non, Bitcoin n'est pas la seule, arme pour se débarrasser de l'État. Pour finir sur cette question de la théorie et de sa préséance sur la pratique, en tout cas qu'elle doit être en accord avec la pratique, sinon on n'arrivera à rien, je pense bien sûr à l'esclavage, qui était jusqu'au 19e siècle quelque chose de relativement admis sur le plan social. Ensuite, il a fallu que des gens s'insurgent contre ça et fassent passer l'idée pour que les autres se rendent compte qu'effectivement, c'est quand même pas terrible cette idée de posséder d'autres êtres humains, donc on va plus le faire. Et de nos jours, en tout cas dans notre société occidentale, c'est plus une idée qui a vraiment de poids, quoi. Je connais personne. Est-ce qu'on a déjà entendu une personne, avec sincérité, pas pour rigoler, dire « Ah ouais, le bon vieux temps de l'esclavage, ce serait quand même bien si je pouvais posséder quelques personnes pour en faire ce que je veux ». Je pense pas que ce soit une opinion très populaire. Et si l'esclavage a été aboli, c'est bien parce qu'on a renversé cette tendance anti-spirituelle, cette tendance à considérer les autres comme des choses. On s'est un peu élevé dans l'humanité, on va dire, pour employer des grands mots, et pas pour désigner le journal. Et donc l'esclavage a disparu dans les têtes. Bon, bien sûr, il est réapparu dans la politique, parce que finalement l'esclavage a disparu sur le plan privé pour se transformer en esclavage public. Finalement, l'État a nationalisé l'esclavage. Et grâce à un immense tour de passe-passe type syndrome de Stockholm, là, la plupart du monde ne s'en rend plus compte qu'ils sont esclaves. Mais ça, c'est encore une autre question. On n'est plus dans Bitcoin, là. Bref, tout ça pour dire que le droit de cuissage, l'esclavage et tous ces machins-là ne sont pas des idées qui ont encore cours aujourd'hui. Et ce n'est pas parce qu'on a utilisé une technologie pour aller contre. C'est parce qu'on a employé des idées pour rendre ces concepts complètement absurdes et obsolètes. On pourrait aussi parler des Amish, 2 secondes. Les Amish sont ces gens qui vivent aux États-Unis dans des communautés assez retirées.
et là je vais dans le sens du bitcoiner, hein, ils sont quand même emmerdés par l'État. Ils ne sont pas débarrassés des lois locales. Alors ils ont le moins le contact possible avec la société moderne. Ils vivent encore comme au 19e siècle. Ça ne les empêche pas d'être emmerdés par l'État. Donc on revient à la question de la violence. Et si je disais que ça allait dans le sens des bitcoiners, c'est qu'effectivement les Amish, grâce à leur mode de vie concret, ont quand même, je pense, gagné un peu de marge de manœuvre. Mais c'est surtout le fait qu'ils soient en communauté. Donc la communauté des bitcoiners aussi peut représenter une sorte d'amish monétaire où les gens font affaire ensemble selon des rituels qui leur conviennent. Mais ça ne suffit pas. L'État est encore là. D'ailleurs, on peut en parler. Alors, on ne parle plus des Amish, là, on parle justement de la possibilité de se défaire de l'État grâce à Bitcoin. Le gars de Silk Road, Ross Ulbricht, il a passé quoi, 8 ans en prison? Pourtant, il faisait tout en Bitcoin. Hein, ça l'a pas empêché de se faire poisser. Et ces Bitcoins, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Ils ont été saisis. Par qui? Par l'État. Alors, have fun staying prison. L'État, c'est la violence, son ingrédient principal. Que tu utilises des bitcoins, du sel ou de l'or, il veut ton bien et il l'aura. Je vais finir sur ce petit sujet de la sécession par le bitcoin avec une remarque de Science, je crois. Science du bunker. L'incapacité de la vieille garde libertarienne, alors ça je suppose que c'est nous, hein, à pas comprendre. Alors j'aime pas quand on ne dit pas les négations là. Bon, je vais relire le texte du début, mais je vais dire les négations qui ne sont pas dans le texte écrit. Ça m'énerve trop. L'incapacité de la vieille garde libertarienne à ne pas comprendre qu'on réduit la taille de l'État en réduisant sa surface d'attaque. Ça c'est pas une phrase, il n'y a pas de verbe. Enfin bref. Can't be evil égale won't be evil. Oui, effectivement, un dictateur mort est un dictateur qui ne fera plus de mal. Ce n'est pas en lui demandant le droit d'inscrire la sécession dans la Constitution qu'on y arrivera, mais bien en lui enlevant l'opportunité de saisir, ponctionner, diluer. Alors si je pense quand même que la toute vieille garde libertarienne qui se réfère au 19e siècle de Karl Menger et de Mises a compris qu'un État faible était un État plus fragile. Je pense que si, on a intégré ça. Mais la surface d'attaque de l'État, encore une fois, ce sont ses flingues. Hein. La banque, c'est qu'un intermédiaire. Quant à la dernière phrase, est-ce que ça vaut la peine de commenter un truc aussi bête? Ce n'est pas en lui demandant le droit d'inscrire la sécession dans la Constitution qu'on y arrivera. Mais qui a parlé d'inscrire la sécession dans la Constitution? Non, on a parlé de rendre l'État obsolète par l'exemple entrepreneurial, de démarrer des initiatives, qu'elles soient individuelles et collectives, pour montrer l'obsolescence de l'État et que les gens, naturellement, s'en détachent tout seuls. Enfin, tout seul, avec un peu d'aide, bien sûr, mais tu vois ce que je veux dire. On n'est pas du tout dans une démarche de supplication à l'État. T'as déjà vu un libertarien faire une manif ou une pétition? Attends, il n'y a rien de plus servile que de faire des manifs ou des pétitions. Le jour où tu me verras défiler dans la rue avec une banderole pour réclamer des trucs, bah écoute, tu m'enverras aussi un bitcoin, tiens, pour me consoler. Ça me fera une belle jambe. Non mais sans déconner, il faudrait peut-être pas non plus inventer des hommes de paille comme ça, c'est un peu facile à cramer derrière. On n'a jamais parlé de ça, on n'en a rien à foutre de la Constitution et on va faire autrement. On va justement ne pas s'en préoccuper de leur putain de fausse Constitution. Et quant à la fin de la phrase, mais bien en lui enlevant l'opportunité de saisir, ponctionner, diluer, mais mon petit gars, je viens de parler de Silk Road et de Ross Ulbricht qui a passé 8 ans en prison. Donc la surface d'attaque, elle a beau être super mince, elle n'est pas nulle. Tu as toujours un corps au minimum sur lequel on peut appliquer des pressions et des surfaces tranchantes et je sais pas moi, des substances corrosives. Ou alors est-ce que toi tu vas te télécharger toi-même dans la blockchain et vivre heureux parmi
les transistors et les circuits électroniques. Ah là 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 là. En tout cas, ça me permet de faire un lien extrêmement subtil avec la suite, puisque je voulais encore une fois parler de cette surface d'attaque et de ce sujet de l'échappatoire à l'État. Euh, le problème que je vois avec Bitcoin, c'est le blanchiment, comme n'importe quel marché noir. Parce que tant que tu as un corps physique et un lieu où tu résides, et à moins d'être un nomade ultime qui ne vit que dans son laptop et qui n'a aucun cercle social en vrai, en chair et en os, en viande, euh, tu es forcément la proie de l'État. Comment est-ce que tu peux jouir de ton Bitcoin si tu ne le transformes pas en bien ou service concret? C'est pareil pour mes lingots d'or, hein. C'est pareil pour la fausse devise qu'est le dollar. À un moment donné, il faut s'en servir, sinon le conserver jusque dans son cercueil, c'est quand même limité comme intérêt. Donc à un moment donné, tu es un peu obligé de déployer ta surface d'attaque. Parce que nous, on ne vit pas tous sur Internet. Parfois, on a des familles, parfois, on monte des entreprises, on peut monter des groupes de black metal. Donc on a quand même une existence qui est quand même un petit peu ancrée dans le réel. Et ce réel est toujours potentiellement la proie de la violence de l'État. Moi, si je devais tout larguer et abandonner mes activités musicales pour être sûr que l'État ne vienne pas me chercher, je ne prendrais pas ce risque-là. Enfin, je veux dire, pour moi, le jeu n'en vaut pas la chandelle. Je préfère être peut-être soumis à une persécution de l'État, en plus de celle que j'ai de façon standard, hein, c'est-à-dire en plus des impôts et tout, que d'abandonner toute vie, quoi. Parce que pour l'instant, l'État se comporte envers moi comme un éleveur qui a envie que sa vache reste encore un minimum productive. Je pense que j'aurais pas du tout le même discours si j'habitais en Corée du Nord, là où, par exemple, l'État se comporte avec ses vaches de manière beaucoup plus drastique. Enfin, pour revenir au sujet de la surface d'attaque, elle ne peut pas être nulle. Tu peux la diminuer avec ton Bitcoin si tu veux, mais à ce moment-là, ça revient à ne jamais se servir de ton Bitcoin, parce que si tu t'en sers, tu vas avoir un certain niveau de vie. Mais si à l'État, qui est quand même là malgré tes Bitcoins, parce que lui, il va pas disparaître simplement parce que tu as une clé USB dans ta main, il va vouloir savoir comment tu as pu obtenir ce niveau de vie sans déclarer de revenus, ou en déclarant des revenus complètement grotesques. Moi, je connais quelqu'un qui fait exprès de vivre sous le seuil imposable, donc avec très peu de moyens, pour ne pas justement alimenter la bête. Lui, c'est un véritable libertarien jusqu'au bout. C'est un ami aux États-Unis. Et il ne paye aucune taxe de revenus parce qu'il est en dessous. Et puis pour le reste, pour ses achats quotidiens, il fait ça au marché noir. Mais ça l'oblige à avoir un niveau de vie extrêmement rustique. Ça lui convient très bien, tant mieux. Mais si tu as envie d'avoir un minimum en plus que ça, que le niveau finalement d'un seuil de pauvreté, eh ben, tu t'exposes à l'État. Et Bitcoin ou pas, il va venir te ponctionner. Donc effectivement, peut-être qu'il ne pourra jamais sortir les Bitcoins que tu as dans ton wallet parce qu'il osera peut-être pas te torturer physiquement, mais quoique c'est pas impossible du tout. On peut simplement te mettre en prison. C'est ce que fait l'État quand il n'est pas content dans nos démocraties. En général, c'est vrai qu'il ne fusille pas trop, en tout cas pas de manière officielle. Il ne coupe aussi moins de mains et de têtes qu'ailleurs, mais il met en prison. Donc il peut très bien te dire, eh ben, tant que tu m'as pas donné la clé de ton wallet, eh ben, tu restes en prison. Bah super, tes bitcoins sont sains et saufs, c'est quand même bien. Et puis en plus de ça, tiens, regarde ce que j'ai trouvé, là c'est un fait divers qui est tout frais. Tu peux te faire kidnapper, on l'a vu souvent ça, ces derniers temps, là, des gens qui se font kidnapper pour avoir des rançons en bitcoin. Alors, le fait divers du jour, du 27 août, un ex-trader en crypto-monnaie aurait été enlevé et séquestré entre Paris et Saint-Germain-en-Laye. Je ne sais pas s'ils ont extrait des bitcoins de sa part ou quoi, mais bref, le gars ayant pignon sur rue en termes de bitcoin, sachant qu'il avait un certain niveau de vie, il s'est fait attaquer. Ça aurait pu être la même chose avec de l'or, c'est sûr.
Je ne fais pas de comparaison avec de l'or en ce moment, d'accord? Je souligne simplement que ce fantasme que Bitcoin va te libérer de l'oppression soit de l'État, soit des criminels privés, ben oui, c'est ça, c'est un fantasme en fait. Tant que tu as un corps physique, tu es potentiellement la proie d'un vampire. C'est comme ça. Cette idée de réduire au minimum sa surface d'attaque, j'adore l'expression, hein, franchement. Elle est bonne, hein, je dis pas le contraire, c'est même un truisme. Puisqu'effectivement, moins tu offres de poignées à l'État, moins il pourra te saisir. Jusque-là, aucun problème. Mais ça veut dire quoi en même temps? Ça veut dire ne pas exister physiquement dans le monde. Réduire ta surface d'attaque, ça veut dire minimiser ta présence physique dans le monde. Parce que je te rappelle que ce qu'on aime avec une monnaie, une devise, c'est le pouvoir qu'elle nous donne de satisfaire nos besoins et nos envies. Et ça, c'est forcément matériel. Même regarder une vidéo, c'est matériel. Tu as besoin d'avoir un appareil pour ça. Tu as besoin de courant électrique pour ça. Même te promener à l'étranger, voyager, c'est matériel. Tu as besoin d'y aller physiquement avec ton corps en viande. Donc tu as besoin d'avoir les moyens de te déplacer, de survivre en voyage. Tu as besoin d'avoir un passeport d'ailleurs. Ça veut dire que si tu te déplaces à travers une frontière et que tu n'as que du Bitcoin, tu vas être obligé de dévoiler à quelqu'un ton wallet, enfin d'opérer une transaction en Bitcoin pour obtenir le passeport, même si c'est par un intermédiaire. Donc tu vas faire confiance à quelqu'un d'ailleurs, parce que tu vas peut-être pas vouloir donner ton numéro de wallet à l'État. Donc on retrouve le problème des intermédiaires, ou l'avantage, hein, tu vois. Donc en tout cas, l'État va te donner un passeport ou pas, et c'est lui qui décide, c'est lui qui a les flingues. Il s'en fout que tu payes en Bitcoin ou en slip. S'il décide que tu voyages pas, tu voyages pas. Puis en gros, finalement, réduire sa surface d'attaque au minimum, ne pas exister au monde, bah, c'est exactement ce que veulent nos dirigeants. Ça fait des décennies que tous les communistes de la planète et la secte de Greta nous intiment d'arrêter de voyager, d'arrêter de consommer. Et puis ils voudraient bien qu'on reste chez nous, dans nos petites maisons, et qu'on ne fasse pas plus de 15 minutes à pied autour de chez nous. En gros, c'est vous ne posséderez rien et vous serez heureux. Bah, c'est ça le Bitcoin en fait, s'il ne faut pas s'en servir. C'est quoi l'intérêt d'avoir du Bitcoin si on ne peut pas s'en servir? Oui, c'est la même chose avec de l'or, je sais. Mais est-ce que c'est pas exactement ce que veulent ces gens-là qui nous, soi-disant, dirigent? Minimiser notre présence au monde parce qu'apparemment que l'être humain serait un parasite. En fait, je commence à me dire, en pensant à ça à haute voix, que le Bitcoin, c'est peut-être une opération de la CIA ou de l'ONU, je sais pas quoi, pour nous dégoûter de la vie, en fait. Pour nous inciter à vivre exclusivement virtuellement, parce qu'avec un Bitcoin, on peut faire des transactions dans les internets. Donc si on se contente de vivre dans les internets, dans des vidéos et des jeux vidéo et des podcasts et des machins comme ça, bah c'est clair que Bitcoin c'est super, hein. Et dans ce cas-là, on ne fait plus rien de physique. C'est absolument du génie pour l'État d'avoir ce truc-là sous la main, parce que les gens eux-mêmes font la promotion de ne pas vivre grâce aux monnaies électriques. Ouais, non, le truc est quand même bien pensé, je dois dire. Bref, voilà, on va arriver au bout parce que ça me fatigue. Je crois que voilà, j'ai fait le tour. Donc les zombies bitcoiners, qu'est-ce que vous en pensez de tout ça? Dans le fond, vous voulez quoi? Pourquoi est-ce que le sujet revient cycliquement comme des trimenstruations comme ça de temps en temps? Pourquoi vous devez nous convaincre absolument? Je rappelle qu'une monnaie, finalement, ça se constate après coup. Ça ne s'invente pas. Il n'y a aucune monnaie de l'histoire qui s'est inventée, hein. Et ça, je ne parle même pas du théorème de régression, là. Tout ce qui a été inventé, ça a été de la fiat et ça a fait faillite. Donc, une monnaie authentique, c'est quelque chose que l'on constate après coup. On regarde le marché, on se dit, ah bah tiens, ce truc-là qui est le plus liquide, je pense que c'est ça la monnaie maintenant. Mais alors pourquoi vous avez besoin de nous convaincre si déjà vous êtes tellement, vous, convaincus des avantages de ce truc-là, ça devrait se propager tout seul. Pourquoi est-ce que vous avez besoin vraiment de nous convaincre, nous autres, en particulier, l'arrière-garde libertarienne, que Bitcoin c'est si génial que ça? Pourquoi est-ce que ça vous intéresse qu'on fasse partie de ce réseau-là?
Si l'objectif de faire adhérer un maximum de monde à Bitcoin, c'est de parvenir à organiser une grève fiscale, je suis bien sûr partant. Mais je n'ai entendu aucun plan dans ce sens-là pour l'instant. Donc si l'idée finale, c'est bien de se débarrasser de l'État et non pas simplement de spéculer pour ramasser un maximum de fiat en revendant des bitcoins plus chers que ce qu'on les a achetés, si l'objectif est réellement le divorce d'avec l'État, alors il faut l'organiser. Il ne faut pas simplement ululer à la face du soleil que Bitcoin c'est trop génial, tu comprends? Ça suffit pas ça. Il faut organiser quelque chose de structuré avec une logistique. Donc organisons une logistique où, par exemple, un fonds alimenté par les actionnaires de ce mouvement serait là pour aider ceux qui se feront pincer par l'État, parce que quand on organise un truc comme ça, que ce soit une grève des camionneurs au Canada ou une grève fiscale en général, on se retrouve forcément avec des personnes qui vont se faire pincer, hein. L'État va vouloir donner des leçons, il va vouloir faire des exemples, donc il va en choper quelques-uns. L'intérêt d'être nombreux, c'est qu'il ne pourra pas choper tout le monde parce qu'il n'a pas les moyens matériels de mettre tout le monde en prison et de faire des procès et tout ça. Néanmoins, si on veut susciter l'adhésion d'un maximum de monde, il faut proposer un produit qui fonctionne avec des garanties, ou sans parler de garanties, au moins une promesse de minimiser les risques, c'est-à-dire qu'en cas de problème et d'attaque en justice par l'État, alors on vous aidera, on payera vos frais de justice, on vous fournira des avocats, il faut fournir une aide juridique, il faut fournir donc tout ça, il faut se structurer, il faut organiser cette chose. On ne peut pas juste comme ça lancer en l'air des bitcoins et espérer qu'ils retombent dans l'œil de l'État et qu'ils deviennent borgnes ou aveugles. Donc, organisons ça et on s'en reparle. J'ai pas encore entendu ce genre de choses dans la bouche des bitcoiners. Donc moi, j'en reste encore à have fun staying poor, où ces gens-là espèrent simplement ramasser plus de fiat qu'avant. Mais j'espère me tromper. Et pour finir, je dirais que si vraiment l'objectif sincère de tout ce mouvement Bitcoin, c'est vraiment de se débarrasser de l'État, en fait, c'est la promotion du marché noir au sens large qu'il faut faire. Pas seulement de Bitcoin. Bitcoin, c'est un des canaux du marché noir, mais il faut parler de marché noir beaucoup plus souvent. Il faut mettre dans la tête des gens que la vraie économie, le vrai marché, c'est le marché noir, et que c'est le seul qui est légitime. Il n'y a aucune légitimité à ce qu'à chaque transaction, par exemple, on te pique 20% de TVA ou 15% au Québec. Ah, on vous bat de 5%. Hein. Donc ça, le marché officiel n'est pas légitime puisqu'il est ponctionné sans arrêt. Donc faites la promotion du marché noir. Faites aussi la promotion du cash, même de l'or, même de tout ce que tu veux. Faites la promotion du marché noir au grand complet. Insistez sur le fait que Bitcoin, d'après vous, est le meilleur outil de marché noir. Mais pour revenir à cette question entre théorie, pratique et stratégie, la théorie, c'est le marché noir dans cette histoire. C'est pas Bitcoin. Bitcoin peut être un exemple d'illustration de la théorie du marché noir, de mise en pratique du marché noir. Mais pour que les gens comprennent, qu'ils adhèrent au mouvement et qu'ils aient tous envie de se débarrasser de l'État, il faut leur montrer les avantages du marché noir et il faut faire la promotion du marché noir.